On va recommencer pour cette séance avec Camille Lancelevey, donc, que je voudrais vraiment remercier beaucoup d'avoir accepté de venir nous faire une présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Camille est sociologue, a travaillé sur beaucoup de sujets, mais en particulier c'est une spécialiste des inégalités sociales en matière de santé mentale. On avait travaillé beaucoup ensemble pour préparer un projet de recherche avec d'autres collègues dont je me suis beaucoup inspirée pour ma présentation. Et là, Camille va nous présenter son travail qui a commencé avec sa thèse, mais qui s'est prolongé au-delà et qui vraiment est passionnant, comme vous allez le voir, et qui présente l'avantage, on va s'écarter un peu que de la dépression, mais aussi de s'interroger sur les enjeux de santé mentale dans une condition très particulière qui est celle des personnes privées de liberté, et qui montre à quel point le contexte institutionnel est déterminant à prendre en considération pour étudier ces enjeux. Donc sans plus tarder, je te donne la parole et on essaiera d'avoir un quart d'heure de discussion après la présentation de Camille. Merci beaucoup, Camille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais à mon tour commencer par te remercier, Nathalie, pour cette invitation à apporter ma petite contribution à la chaire de santé publique que tu occupes cette année. C'est une invitation, il faut bien le dire, assez intimidante. Mais je t'en suis quand même très reconnaissante, malgré tout, et cela pour deux raisons principales. La première, c'est que la préparation de cette communication m'a un peu obligée à revoir mon travail sous l'angle de la production sociale des inégalités de santé. C'est un angle qui est évidemment présent quand on s'intéresse à la santé mentale en prison, mais que je n'avais pas forcément explicité ainsi jusqu'à présent. Et la seconde, c'est que tu ouvres inlassablement dans tes travaux de recherche une voie qui est très inspirante pour moi et que je cherche modestement à suivre à mon tour, c'est celle d'un dialogue constant entre épidémiologie et sociologie. Comme tu le montres bien, c'est un dialogue qui relève d'un apprivoisement réciproque qui n'a absolument rien d'une évidence. Et je vais en parler moi aussi dans cette présentation. Alors je propose dans le temps qui m'est imparti de réfléchir à la façon dont les transformations institutionnelles participent à la production d'inégalités de santé à travers l'exemple de la santé mentale en prison. Et si j'arrive à changer de slide, voilà. Et donc j'interviens aujourd'hui au titre de mes recherches sur la santé mentale en prison, en particulier d'une longue enquête ethnographique menée d'abord dans le cadre de ma thèse de doctorat, dans des établissements pénitentiaires en France et en Allemagne, et puis une enquête poursuivie dans d'autres cadres professionnels, je vais y revenir. Dans cette présentation, je vais parler de la France, et même principalement des prisons pour hommes en France, même si j'ai également enquêté dans des établissements pénitentiaires en Allemagne et dans des établissements pénitentiaires pour femmes. Mais la recherche n'étant jamais une entreprise individuelle, je souhaiterais remercier tout d'abord Marc Bessin, qui m'a accompagnée dans cette longue entreprise de recherche. Marc Bessin qui nous a quittés prématurément en septembre 2023. Et c'est lui qui avait posé les jalons, les prémices du travail que j'ai mené par la suite. Je veux également remercier Thomas Fauvet, qui est psychiatre et maître de conférences des universités à Lille, qui a été pendant ma thèse un peu mon informateur privilégié, et avec lequel nous avons travaillé à produire de nouvelles statistiques sur la santé mentale en prison, dans le cadre d'une étude dont je vais vous parler dans quelques instants. Et enfin, bien sûr, l'ensemble des collègues chercheurs et chercheuses avec lesquels j'ai eu et j'ai encore la chance de dialoguer dans divers collectifs. Je vais en citer quelques-uns et quelques-unes dans cette présentation, mais ils sont bien sûr bien plus nombreux que cela. Alors, j'ai intitulé ma présentation « La prison pour asile », et je voudrais commencer par contextualiser cette expression dont on trouve de multiples occurrences au tournant des années 2000 en France. Par exemple, dans ces deux rapports parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale, publiés respectivement en février et en juin 2000, qui portent tous deux sur les dysfonctionnements des prisons françaises. Cette expression de prison-asile, elle s'impose alors pour décrire la réalité des prisons. Le rapport du Sénat s'alarme de l'augmentation du nombre de personnes présentant des troubles psychiatriques en prison. Pour les rapporteurs de l'Assemblée nationale, c'est même l'une des mutations les plus frappantes de la population pénale, qui confère à la prison, je cite, une vocation asilaire que l'hôpital psychiatrique n'a plus.
L'ensemble des observateurs du monde carcéral s'indignent alors de voir ébranler un principe de séparation bicentenaire entre la prison d'un côté, la psychiatrie de l'autre, un principe qui voulait que, je vais citer ici la loi de 1838, dite loi des aliénés, que dans aucun cas, les aliénés, qui est un terme donc désormais désuet pour décrire les patients de la psychiatrie, ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. Cette expression de prison-asile, elle renvoie donc à l'idée qu'il y aurait en prison des personnes qui relèvent de la psychiatrie parce qu'elles présentent des troubles psychiatriques. Et les études épidémiologiques commanditées à la suite de ces rapports parlementaires le confirment en mettant en évidence une prévalence plus importante en prison de l'ensemble des troubles psychiatriques mesurés. Troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles du stress post-traumatique, troubles psychotiques, troubles de l'usage de l'alcool et des drogues illicites. Le tableau que vous avez sous les yeux, présenté sur cette diapositive, compare les résultats pour les hommes détenus des trois études françaises les plus rigoureuses menées à l'entrée en prison dans l'ancienne région du Nord-Pas-de-Calais, dans la première colonne, durant l'incarcération en France métropolitaine, à la sortie des maisons d'arrêt de France métropolitaine, ainsi à droite qu'une étude réalisée en population générale dans le Nord-Pas-de-Calais avec les mêmes outils de mesure, qui permet donc une comparaison avec la population générale de même âge et de même sexe. Et donc vous voyez que, qu'elle soit mesurée à l'entrée, pendant l'incarcération ou à la sortie de prison, les prévalences sont toujours supérieures et parfois très supérieures. C'est le cas pour les troubles de stress post-traumatique, pour les troubles psychotiques et pour les troubles de l'usage des substances, à celles qu'elles sont en population générale. L'étude du professeur Falissard, dont les résultats consolidés ont été publiés en 2006, estime à environ 36% la proportion de personnes détenues qui présentent un trouble de gravité marqué à sévère. Ce sont des résultats qui convergent avec ceux des études internationales et qui concrétisent cette impression diffuse parmi les professionnels qui travaillent au sein des établissements pénitentiaires que la prison serait devenue le dernier asile et qu'une part des personnes incarcérées n'y aurait pas leur place, selon une expression que j'ai entendue maintes fois dans les coursives des prisons au cours de mes recherches. Alors, dans cette présentation, je vous propose dans un premier temps de revenir sur les transformations de l'état social et de l'état pénal qui ont contribué à transformer les prisons françaises en des prisons-asiles. Dans un second temps, je vais revenir sur les chiffres produits par la dernière enquête épidémiologique, non pas pour les commenter dans le détail, mais plutôt pour réfléchir aux questions sociologiques que soulèvent ces chiffres. Alors, la prison, ou plus exactement les prisons, tant elles sont diverses par leur régime de détention notamment, se trouvent à la croisée de transformations de l'état social et de l'état pénal. C'est ce que je vais vous montrer dans cette première partie. Je voudrais vous montrer que ces transformations, loin d'être le fruit d'une unique rationalité étatique, sont multiples, mais qu'elles produisent deux processus qui se combinent. Un processus d'une part de responsabilisation des personnes avec des troubles psychiatriques, un processus de psychologisation des personnes qui ont commis des infractions pénales. Ces deux processus participent conjointement à modifier la composition de la population pénale et aussi à modifier le regard qu'on porte sur elle. Je vais détailler rapidement ces deux processus pour avoir le temps de vous présenter deux parcours de personnes détenues qui en traduisent bien les effets. Alors, du côté de la responsabilisation des personnes avec des troubles psychiatriques, la première transformation que je vais vous montrer, elle concerne la psychiatrie publique dans la seconde moitié du XXe siècle. Transformation qui est extrêmement bien documentée statistiquement dans cet atlas de la santé mentale produit par Magali Coldefy et Coralie Gandré de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, qui ont fait un énorme travail de recensement de toutes les statistiques disponibles sur la question de la santé mentale en France. La psychiatrie publique fait l'objet, depuis les années 60, d'une relative déshospitalisation qui se traduit par une diminution importante du nombre de lits et par la multiplication de structures extra-hospitalières qui visent à rapprocher les patients de la cité, mais qui ne parviennent pas, ces structures extra-hospitalières, à répondre aux besoins de santé mentale qui, eux, n'ont fait que s'accroître tant en pédopsychiatrie qu'en psychiatrie adulte.
Le résultat de ce tournant ambulatoire inachevé, c'est que les trajectoires de patients reposent plus que jamais sur les ressources propres dont ils disposent, ressources financières, familiales, sociales. En d'autres termes, pour citer Nicolas Daudier et Vololona Rabea-Risoa, la psychiatrie est désormais questionnée sur sa capacité à ne pas abandonner sans filet les malades mentaux dans la société de la précarité. Une seconde transformation se joue sur la scène du tribunal. Elle concerne là les représentations sociales des troubles psychiatriques. Au XIXe siècle, je vous l'ai dit, prison et asile se sont construites en opposition. Le Code pénal, par son article 64, protégeait de la prison les prévenus qui étaient en état de démence au temps de l'action. Autrement dit, les personnes dont le discernement avait été aboli. Des travaux d'historiens ont pu montrer qu'il y avait en fait une certaine porosité entre ces deux institutions, mais on peut noter que le regard porté sur les troubles mentaux a beaucoup évolué dans la seconde moitié du XXe siècle. Les troubles psychiatriques exemptent de moins en moins de prison les personnes qui en souffrent. Caroline Protet a travaillé sur les justifications des psychiatres intervenant en tant qu'experts auprès des tribunaux qui participent à ce mouvement de responsabilisation pénale. Lara Mailly, quant à elle, a travaillé sur la façon dont les tribunaux prennent en compte au quotidien les questions relatives à la santé et elle a pu montrer à partir d'observations et de statistiques ethnographiques que, je cite, les malades qui se soignent sont protégés de la prison, tandis que les malades qui ne se soignent pas, ils sont plus souvent directement conduits. La période est par ailleurs marquée par une forte inflation carcérale, on en entend parler presque tous les jours, qui se traduit par l'augmentation constante de la population carcérale. Celle-ci atteint tous les ans de nouveaux records. On comptait environ 29 000 prisonniers en 1970. Ils sont aujourd'hui plus de 80 000. C'est un quasi-triplement qui ne se justifie pas par le triplement des violences, mais plutôt par l'allongement des longues peines et par l'accélération du flux des courtes peines, avec des procédures de justice accélérées, comme la comparution immédiate, au cours desquelles les troubles psychiatriques passent fréquemment inaperçus, faute d'expertise. Or, cette nasse carcérale capture de nombreux hommes. Je rappelle au passage que les hommes constituent 96,5% de la population carcérale, et aussi des femmes avec des troubles psychiatriques qui se trouvent prisonniers de ce que les chercheurs américains appellent les portes tournantes de la prison, les revolving doors of prisons, c'est-à-dire en fait un cercle vicieux qui est fait d'une succession de courts séjours en prison et de périodes de liberté marquées par une grande précarité. J'en profite pour glisser ici que le phénomène est encore plus accentué aux États-Unis, comme l'a montré notamment Anne Parsons dans l'ouvrage dont vous découvrez la couverture sur la diapositive. Last but not least, ce processus de responsabilisation pénale se voit de plus en plus légitimé à mesure que se développent en prison des soins psychiatriques, un accès aux soins psychiatriques. Je ne vais pas en faire ici l'histoire, mais juste rappeler qu'il a la particularité en France d'être organisé par le service public hospitalier depuis le milieu des années 80 pour la psychiatrie et de s'organiser en plusieurs niveaux. De simples consultations dans tous les établissements pénitentiaires, avec souvent des postes de psychiatres vacants, des services d'hospitalisation de jour dans 26 établissements pénitentiaires sous la forme de coursives disposant de 250 cellules au total, gérées en journée par les blouses blanches et surveillées la nuit par des personnels de surveillance. Et enfin, troisième niveau, 9 unités d'hospitalisation complètes avec et ou sans consentement, comme celle de Toulouse, dont vous découvrez la maquette sur cette diapositive. Ces unités d'hospitalisation disposant de 450 lits pour l'ensemble de la population carcérale. Cette offre de soins, elle est donc assez limitée face aux besoins de la population carcérale, mais elle est une justification de plus en plus invoquée par certains magistrats à l'heure de prononcer une peine de prison, avec l'argument qu'il ou elle y trouvera des soins adaptés. Je vous ai annoncé en introduction un second processus que j'ai qualifié de psychologisation des personnes ayant commis des infractions pénales, le deuxième cercle de mon petit schéma. Je vais le détailler très rapidement en commençant par rappeler avec Marc Renville que ce processus n'est pas récent. Le projet même de la prison moderne, il est nourri par un fantasme exprimé par la formule du médecin philosophe Cabanis,
qui entendait créer de véritables infirmeries du crime, dotées, disait-il, d'une méthode curative au moyen de laquelle on pourrait traiter le crime comme les autres espèces de folie. Et parmi les ingrédients récurrents de la réforme de la prison, on trouve tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle l'idée que la peine pourrait servir à amender, corriger, transformer, guérir les personnes incarcérées, et en particulier les plus dangereuses. Cette idée repose sur le postulat que le délinquant, et a fortiori le criminel, souffrirait, selon les époques, de déraison, d'une folie partielle, de dégénérescence, d'une altération morale ou, pour le dire avec des termes plus modernes, d'un trouble de la personnalité ou du comportement. Aujourd'hui, cette ambition thérapeutique de la peine de prison, elle s'inscrit dans un mouvement plus général qui concerne la société tout entière, de psychologisation des rapports sociaux. Alors, ça passe concrètement par la mise en place de dispositifs tels que les soins pénalement ordonnés, que Virginie Gautron et son équipe ont étudiés dans le détail. Ces soins pénalement ordonnés, ils visent en priorité les auteurs d'infractions sexuelles, mais le champ d'application de ces mesures n'a cessé de s'étendre au cours des 20 dernières années aux personnes ayant commis des violences aggravées, en particulier en lien avec le terrorisme. Depuis la fin des années 90 donc, la justice peut obliger ces personnes à se soumettre à un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique une fois purgées leur peine de prison, dans la période probatoire. Le soin est alors pensé comme un auxiliaire de la peine, une nouvelle façon de garder sous main de justice, c'est-à-dire de s'assurer de l'effectivité du contrôle judiciaire qui est exercé sur les individus et éventuellement de justifier leur retour en prison, le cas échéant. Virginie Gautron montre dans ses travaux à quel point cette logique de soins pour peine, de soins sous main de justice, est presque devenue un automatisme pour les juges d'application des peines, avec une inflation des mesures prononcées qui deviennent très difficiles à mettre en œuvre. En prison, ce processus de psychologisation produit en fait une injonction permanente à l'endroit des personnes condamnées pour des faits de violence, et en particulier pour des faits de violence sexuelle, qu'ils présentent ou non des troubles mentaux diagnostiqués, à, je cite, « entreprendre des soins », avec l'idée que la détention devrait être, je cite, un temps de traitement. Différents programmes, notamment des programmes dits de prévention de la récidive, se développent, notamment grâce au recrutement direct par l'administration pénitentiaire de psychologues. Mais c'est un projet psychocriminologique qui suscite des résistances professionnelles, des résistances notamment de la part des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des professionnels qui historiquement étaient plutôt rattachés au pôle du travail social et qui ont vu leur mission évoluer progressivement vers un travail plus judiciaire d'évaluation des prisonniers, comme l'a bien montré Yasmine Bouaga, mais aussi des résistances de la part des équipes psychiatriques du service public hospitalier qui ont le sentiment de se voir enrôlés malgré eux dans une mission de contrôle pénal et qui par ailleurs constatent avec inquiétude que leur file active de patients ne cesse de gonfler sous l'effet de cette incitation à se soigner. Quoi qu'il en soit, ce processus de psychologisation, il participe lui aussi à légitimer l'idée que la prison devrait être un lieu de soins autant qu'un lieu de punition. Donc voilà, je viens de vous dérouler en quelques diapositives les raisons qui peuvent donner le sentiment que les prisons françaises seraient devenues des prisons-asiles. Le terme laisse penser à une hybridation entre psychiatrie et justice, soigner et punir, cette hybridation que Michel Foucault annonçait déjà, qui pensait, lui, que la psychologie, en installant, je le cite, son pouvoir normalisateur entre les murs de la prison, pourrait l'aider à conserver son assise. Dans son cours au Collège de France du 8 janvier 1975, il nous dit, avec une très belle formule, « Le vilain métier de punir serait ainsi retourné dans le beau métier de guérir ». Toutefois, mes observations ethnographiques indiquent que la prison ressemble peu à cette institution hybride aujourd'hui, qu'elle est plutôt une institution fragmentée, avec des logiques institutionnelles qui se superposent plus qu'elles ne s'articulent les unes avec les autres. Et j'aimerais l'illustrer avec une vignette ethnographique retravaillée à partir de mes carnets de terrain, une vignette qui concerne un certain monsieur Cadar. Alors, je vous emmène devant une maison d'arrêt du nord de la France, un matin de mai 2011. Ce matin de mai 2011, l'accès à la maison d'arrêt est bloqué depuis quelques heures par des surveillants en colère. Un agent a été agressé la veille par un homme détenu au moment où il ouvrait la porte de sa cellule.
L'homme a jeté dans sa direction une casserole d'huile bouillante que le surveillant a réussi à esquiver partiellement. Une semaine plus tard, l'émoi est toujours très grand dans la prison. Une directrice m'explique que l'homme avait passé 3 jours en hospitalisation sans consentement, en état de, je cite, décompensation psychotique, quelques semaines avant l'événement, mais qu'il n'avait provoqué aucun incident depuis son retour. Jusqu'à cette agression, en apparence planifiée, puisqu'il avait préparé une lame artisanale et qu'il a été particulièrement difficile à maîtriser. Cette agression préméditée relance pour elle la question de savoir ce que certaines personnes font en prison. Elle me dit « il n'a pas toute sa tête, il devrait être à l'hôpital, pas chez nous ». Pourtant, M. Kadar a été sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire, ce qui est le maximum légal, pour faute de premier degré. Elle me dit « on ne pouvait pas faire autrement vu la gravité de l'agression. Pour les surveillants, il y a un besoin de punition face à un acte comme celui-là. » Mais elle pense que M. Kadar partira de toute façon bientôt en unité psychiatrique. Elle me dit « ce sont les psys qui décideront, mais je serais étonnée qu'ils le maintiennent au quartier disciplinaire. » En effet, l'hospitalisation est rapidement décidée. L'affaire est portée devant la justice quelques mois plus tard. Au tribunal, M. Kadar dit avoir été poussé à bout par l'administration, qui refusait de le laisser travailler et qui lui refusait une demande de transfert. Son avocat tente de faire valoir son irresponsabilité, insiste sur, je cite, « l'impasse dans laquelle se trouvent les délinquants à mi-chemin entre l'hôpital psychiatrique et la prison ». M. Kadar est condamné à 18 mois de prison supplémentaire, ferme, et 1 500 € de dommages et intérêts. Donc vous voyez, cette vignette ethnographique, elle illustre, à mon sens, de façon assez dramatique la superposition de logiques institutionnelles différentes, selon lesquelles M. Kadar est à la fois un patient, incapable de consentir aux soins, et donc hospitalisé sans son consentement dans un service de psychiatrie, un détenu violent, qu'il faut punir par un passage au quartier disciplinaire, mais aussi un justiciable qui doit répondre de ses actes. Alors à ce stade de mon exposé, vous pourriez vous dire quel rapport avec les inégalités sociales de santé. Et pour répondre à cette question, il me faut apporter quelques très rapides éléments de sociologie carcérale que Didier Fassin résume avec le sens de la formule qui est le sien. Il nous dit « il n'y a pas d'égalité devant la prison et l'allocation des peines d'emprisonnement procède de logiques qui visent à rappeler à chacun sa place dans la société. Aux uns, on évite autant que faire se peut la redoutable expérience carcérale. Aux autres, on impose le choc supposé bénéfique de l'incarcération. » La sociologie a bien établi depuis longtemps que la composition de la population carcérale résultait d'une sélection sociale, dans le sens où elle est déterminée à la fois par les orientations des politiques pénales, c'est-à-dire ce que le législateur va choisir de pénaliser et avec quelle sévérité, et par l'activité de chacun des maillons de la chaîne pénale, la police, la justice, et on pourrait ajouter aussi la chaîne médico-sociale, qui concourent à trier les individus qui, in fine, seront réellement incarcérés. Les statistiques pénitentiaires sont sans appel. Les prisonniers sont dans leur très grande majorité des hommes jeunes, la moitié à moins de 30 ans, des hommes jeunes d'origine populaire, issus des minorités racisées, avec une forte représentation de personnes étrangères, beaucoup de personnes sans diplôme, très souvent sans emploi officiel au moment de leur incarcération. Et j'ajouterais des chiffres qu'on a produits. 75% de ces hommes détenus ont par ailleurs subi dans leur enfance des formes de négligence ou d'abus émotionnels, physiques ou sexuels. Au passage, c'est 85% des femmes. Je reviens en arrière. Et donc ce sont donc certains individus qui sont pris dans ces parcours de soins, excusez-moi, entre prison, précarité et psychiatrie. Et ce cercle vicieux, prison, précarité, psychiatrie, est bien difficile à casser, comme l'illustre par exemple le cas de Boris, un homme d'origine ghanéenne d'à peine 30 ans, pris en charge pendant 6 mois à sa sortie de prison par une équipe mobile de psychiatrie à Lille. Boris sort alors de 2 mois d'incarcération pour violence conjugale. Il est sous le coup d'une mesure d'éloignement familial. Il est soutenu financièrement par son frère et sera logé quelques jours par sa sœur, qui finit par le mettre à la porte parce qu'elle le trouve ingérable. L'équipe mobile l'aide plusieurs fois à trouver un hébergement d'urgence, à se rendre en temps et en heure au rendez-vous fixé dans le cadre de son sursis, avec mise à l'épreuve. L'équipe mobile intercède en sa faveur lorsque les services hospitaliers dans lesquels il est conduit pour des soins sans consentement veulent s'en débarrasser
parce que Boris est difficile à gérer, même quand il prend le traitement antipsychotique qui lui a été prescrit. Et finalement, à peine 6 mois après sa sortie de prison, Boris est renvoyé en prison pour non-respect de son sursis avec mise à l'épreuve. La psychiatre qui le retrouve entre les murs constate alors que son récit est confus, que Boris est tellement emporté dans un dialogue interne qu'il ne semble même pas tout à fait conscient d'être revenu dans un établissement pénitentiaire. Elle suppose qu'il a arrêté son traitement. Elle se demande combien de temps Boris tiendra dans le bâtiment de détention classique dans lequel il a été affecté, à quel moment ses comportements débordants finiront par excéder ses codétenus et les surveillants d'étage, à quel moment il faudra se mobiliser pour obtenir son transfert vers une unité d'hospitalisation. Donc, le cas de Boris illustre ces parcours de soins qui, désormais, pour certains patients, passent et repassent par la case prison. Alors, j'espère vous avoir convaincu dans cette première partie de l'intérêt de replacer la prison dans un continuum d'institutions de prise en charge des déviances pour comprendre comment elle se trouve impactée, et avec elle, évidemment, les acteurs professionnels qui y travaillent et les personnes qui y sont détenues, par des transformations concomitantes de l'état social et de l'état pénal. Dans ma seconde partie, je propose d'entamer une réflexion plus épistémologique sur le dialogue possible entre épidémiologie et sociologie. Je vous ai présenté très rapidement en introduction les résultats synthétiques de cette étude sur la santé mentale en population carcérale sortante. Je ne vous ai pas précisé le rôle que j'avais joué dans la production de ces résultats. J'ouvre ici une petite parenthèse autobiographique. J'ai en effet eu l'occasion, avant d'être recrutée à l'université de Strasbourg, dans ces années flottantes d'incertitude entre la fin de la thèse et l'espoir d'accéder à un poste académique, année qui, au passage, flotte de plus en plus longtemps pour les jeunes docteurs, de rejoindre une équipe de recherche pilotée par certains psychiatres que j'avais rencontrés au cours de mes terrains de recherche. Je cherchais du travail, ils cherchaient un chef de projet et nous nous sommes trouvés. Donc à leur côté, j'ai contribué à mettre en place cette étude financée par la Direction générale de la santé et Santé publique France sur l'état de santé mentale des personnes sortant de prison. C'est une étude qui avait pour objectif principal de mesurer la prévalence des troubles psychiatriques à la sortie de prison, et puis de caractériser la gravité de ces troubles, de mesurer la prévalence des traumatismes subis dans l'enfance et de décrire éventuellement des parcours de soins. Voilà tout cela au moyen d'échelles de mesure standardisées, validées par la communauté scientifique. C'est une étude qui repose sur la construction minutieuse de 2 échantillons représentatifs, d'une part des hommes détenus dans les maisons d'arrêt en France métropolitaine, et d'autre part des femmes sortantes d'un établissement pénitentiaire des Hauts-de-France, avec en plus une petite enquête exploratoire sur les établissements pénitentiaires des départements d'outre-mer. Vous avez sous les yeux un diagramme, un flowchart, qui décrit les différentes étapes qui ont permis de construire l'échantillon du volet homme de l'étude, que je ne vais pas commenter. Je vais plutôt passer rapidement sur les premiers résultats de l'étude publiée dans une revue scientifique pour en venir à ma réflexion sur l'articulation entre épidémiologie et sociologie. Alors, vous découvrez ici un graphique qui ne doit pas être très lisible au fond de la salle, mais qui documente les prévalences de chacun des troubles psychiatriques mesurés chez les hommes sortant de maisons d'arrêt et qui détaille en fait le tableau synthétique que je vous ai présenté en introduction. On y retrouve différents troubles de l'humeur, différents troubles anxieux, le trouble de stress post-traumatique, différents troubles psychotiques, etc. La publication s'intéresse par ailleurs aux pathologies dites duales, c'est-à-dire au cumul de ces troubles et en particulier à l'association entre des troubles psychiatriques et des troubles de l'usage des substances. Elle montre ainsi que 30% des hommes présentent une pathologie duale. C'est une étude, vous le voyez, très psychiatrique, très médicale. Les chiffres publiés sont à ce titre révélateurs de la position qu'occupent les psychiatres qui l'ont menée dans le champ de la santé et de la justice. Comme le rappelait Nathalie tout à l'heure en citant Pierre Bourdieu, les recherches scientifiques ne sont pas neutres, et bien ces chiffres non plus. Ces chiffres, par exemple, ne disent rien des associations possibles entre troubles psychiatriques et motifs d'incarcération. L'étude n'explore d'ailleurs pas les possibles troubles de la personnalité ou du comportement
qui pourraient être associées à des infractions sanctionnées d'une peine de prison. En d'autres termes, ce sont des chiffres qui prennent position, qui refusent de participer au processus de psychologisation des auteurs d'infractions pénales dont je vous ai parlé dans ma première partie. Au contraire, ces chiffres suggèrent une stricte délimitation médicale du mandat de la psychiatrie en milieu pénitentiaire. Ce sont des chiffres, par ailleurs, qui proposent de porter le regard sur la sortie de prison, qui est un moment de forte surmortalité pour les 65 000 personnes détenues libérées chaque année. L'objectif politique est ici de visibiliser, voire même de construire un problème de santé publique et ainsi de convaincre les autorités sanitaires d'investir des ressources, sous la forme notamment d'équipes mobiles, et de mobiliser aussi la psychiatrie publique à l'extérieur des prisons, pour leur rappeler que le problème de la santé mentale des personnes détenues est aussi un problème de santé publique plus général. Et cette ambition me tenait suffisamment à cœur pour que je participe à cette étude. Mais tout au long de ce projet très psychiatrique, ma petite voix intérieure de sociologue me demandait quelle pourrait être la place de la sociologie dans une pareille étude. Comment est-ce que la sociologie pourrait venir étoffer cette mesure épidémiologique des troubles psychiatriques? Je vais donc soulever deux questions auxquelles la sociologie peut essayer d'apporter des éléments de réponse. La première question concerne la place et le rôle de la prison dans l'émergence de ces troubles. C'est une question qui nous est très souvent posée, que celle de savoir si les troubles préexistent à l'incarcération ou s'ils sont produits ou attisés par les conditions de détention. Et c'est une question complexe qui amène à penser l'articulation entre souffrance psychique et expérience carcérale. De nombreux travaux, les miens notamment, essayent d'apporter des éléments de réponse à cette question, mais j'aimerais ici citer la thèse récemment soutenue par Alexis Van Asbroek, qui propose sans doute les résultats les plus aboutis sur la question. Il a travaillé sur l'ensemble des près de 600 suicides survenus en prison entre 2017 et 2021, en croisant les données de l'administration pénitentiaire avec celles des soignants intervenant en détention. Et ces informations lui permettent d'explorer les circonstances de ces suicides. Il montre d'abord que le risque de suicide est 10 fois plus élevé en prison qu'en population générale chez les hommes, 40 fois chez les femmes. Mais il identifie aussi des facteurs précipitants. Le risque de suicide est par exemple multiplié par 20 au quartier disciplinaire de la prison. Il est multiplié par 7 lors de la première semaine d'incarcération. Il est majoré par d'autres événements, comme par exemple l'annonce d'une condamnation ou le transfert vers une autre prison. Et par ailleurs, il montre de façon étonnante à première vue qu'il n'y a pas d'association statistique entre le suicide et la surpopulation. Sans doute, vous le comprendrez, parce que la promiscuité en cellule limite la possibilité matérielle de passer à l'acte. Ce travail permet de réfléchir au rôle propre des événements carcéraux dans les souffrances psychiques et ainsi de commencer à penser la façon dont s'articulent expérience carcérale et santé mentale. Il faudrait le compléter en réfléchissant à la façon dont se construisent en prison des carrières de malades, pour reprendre une notion développée par Muriel Darmon, pour décrire la façon dont des individus deviennent malades, vivent avec leur maladie, et comment cette expérience est façonnée par des facteurs sociaux, mais aussi par des facteurs institutionnels. Donc voilà une première question que la sociologie peut soulever. Une seconde question que la sociologie peut poser à ces chiffres concerne précisément les troubles mesurés. Vous l'avez compris, et Nathalie l'a montré dans le cas de la dépression, il ne s'agit pas de diagnostics cliniques qui résulteraient de la longue fréquentation d'un patient, mais de diagnostics qui sont produits à partir de questionnaires structurés qui s'appuient sur la classification internationale des maladies pour lister des symptômes. Donc pour qu'un trouble soit coté et qu'il apparaisse dans les statistiques que je vous ai montrées, donc coté par l'enquêteur, il faut que l'enquêté cumule un nombre prédéfini de symptômes. Donc ces troubles procèdent d'une forme d'objectivation statistique qui ne dit rien des subjectivités, qui ne dit rien des réalités vécues, qui ne dit rien des troubles tels qu'ils sont vécus par les individus. La sociologie peut ici intervenir avec la question suivante, simple en apparence: les troubles mesurés existent-ils toujours pour les personnes concernées ?
La question se pose d'autant plus que les personnes détenues sont, je le rappelle, majoritairement des hommes jeunes, faiblement diplômés de classe populaire, qui entretiennent donc a priori une certaine distance aux soins de santé mentale, à la santé mentale, à ce processus de psychologisation. Les entretiens que j'ai conduits auprès d'hommes ayant fait l'objet d'une hospitalisation en milieu carcéral montrent qu'il y a en réalité une très grande hétérogénéité des usages sociaux de la santé mentale en prison. Par usages sociaux de la santé mentale, j'entends ici le lien entre l'appartenance sociale et la façon de mettre en mots et en mots, MOTS et MAUX, ces souffrances. Et donc une très grande hétérogénéité des usages sociaux de la santé mentale, avec certains hommes qui refusent de recourir aux soins ou qui contestent les soins auxquels ils sont soumis, rejetant ainsi la stigmatisation qui serait associée au statut de patient en psychiatrie ou la pathologisation de leurs conditions. D'autres, au contraire, saisissent vraiment cette offre pour se raconter, se confier, se comprendre ou encore tout simplement trouver du réconfort auprès de groupes professionnels composés majoritairement de femmes, infirmiers, psychiatres, psychologues. Et il serait intéressant de poursuivre la réflexion pour explorer les masculinités des groupes populaires qui sont, vous le voyez, bien plus diverses qu'il n'y paraît dans leur rapport à la santé mentale, et en particulier sur une scène sociale comme la prison, qui est marquée par une tension constante entre une incitation à se soigner, une incitation thérapeutique, et une pénurie de soins. Alors, pour conclure, il me semble que la recherche sur les inégalités de santé a beaucoup à gagner du dialogue entre épidémiologie et sociologie, mais qu'il faut du temps pour nouer ce dialogue dans le respect mutuel des cadres épistémologiques de chaque discipline. Ensemble, ces deux disciplines peuvent permettre de décrire ces inégalités, mais également de tenter de les expliquer, ce qui n'est pas, vous l'avez compris, une mince affaire. Je vous remercie pour votre attention.